Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV en ce mardi 1er juillet au sommaire de notre émission. Aujourd'hui, on vient d'apprendre la sentence du tribunal d'Alger. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est condamné à 5 ans de prison. Quel levier reste-t-il pour la France pour sortir l'écrivain de la prison ? Le Premier ministre vient de s'exprimer, le Premier ministre français. Il espère des mesures de grâce du président algérien. On y revient dans un instant avec Pascal Bruckner, le philosophe et essayiste et membre du comité de soutien de Boualem Sansal. Une enquête passionnante vient de sortir. Elle révèle l'ampleur de l'infiltration iranienne en France et en Europe. Emmanuel Razavi et Jean-Marie Montali ont mené l'investigation pendant 3 ans. Alors, quels sont les réseaux d'espionnage et d'influence des Iraniens en France ? Emmanuel Razavi viendra nous raconter comment l'Iran a tissé sa toile et quel danger représente le régime des mollahs sur le sol français. Et puis on parlera de la réforme de l'audiovisuel public. Le texte devait être en discussion hier à l'Assemblée nationale et puis patatras, la surprise générale, il n'a même pas été discuté car rejeté par les députés. Que contenait le texte ? Est-ce que néanmoins une réforme est nécessaire ? On saura tout avec l'un des meilleurs connaisseurs de la vie des médias, Philippe Bailly. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour. Vous êtes philosophe, romancier, essayiste. Vous êtes d'abord là parce que vous faites partie du comité de soutien à Boualem Sansal. On vient de l'apprendre, c'est tombé il y a quelques minutes à peine. Boualem Sansal est condamné à 5 ans de prison. Quelle est votre première réaction et sentiment face à cette sentence ? C'est scandaleux, tout simplement. Mais ce qui est scandaleux, c'est pas tellement les Algériens, parce que c'est un régime dont il ne faut rien attendre, c'est que les seules armes dont nous disposions en France maintenant, c'est la supplication, c'est l'espérance, c'est l'agenouillement. Comme si nous étions des spectateurs impuissants, alors qu'en réalité, le pouvoir aurait beaucoup de moyens de faire pression sur les Algériens pour qu'ils libèrent d'abord Boualem Sansal, ensuite Christophe Glaise, le journaliste sportif, qui a été... C'est un deuxième otage que les Algériens ont pris en se disant... Effectivement, c'était ce week-end, c'est un journaliste indépendant, spécialiste de sport et de football, notamment. Voilà, alors les Algériens se disent, si on perd Boualem, on en a un autre, puis après on en prendra un troisième. Vous savez, si nous étions les Russes, c'est-à-dire des barbares organisés, nous kidnapperions 2 diplomates algériens, si possible proches du pouvoir de M. Tebboune, et nous dirions à Alger, écoutez, on vous les rend, vous nous rendez les nôtres. Voilà, c'est donnant-donnant. Mais évidemment, nous ne pouvons pas faire ça parce que nous sommes une démocratie libérale de gens bien élevés. Et donc, nous ne mettons en action aucun levier qui puisse endommager la décision du tribunal en première instance et en appel. Et cette impuissance me rend fou, et je crois rend fou tous les Français, car il n'y a aucune raison de se plier aux caprices de cette dictature islamo-soviétique. Donc vous dites que tout ce qui a été entrepris de la part du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, ça n'a pas été à la hauteur, c'est ça, pour libérer Boualem Sansal ? Le ministre de l'Intérieur a tenté des mesures de rétorsion, mais il a été retoqué par le Quai d'Orsay. Et on a vu Jean-Noël Barrot aller à Alger et un peu en révérence devant les membres du gouvernement. Il disait, je suis sûr de ramener Boualem Sansal. En réalité, non, c'est le jeu du chat et de la souris. Ils savent qu'ils ont une sorte de prééminence morale sur nous, c'est-à-dire la mauvaise conscience du colonialisme. Ils comptent, les Algériens, le pouvoir algérien compte avec cette mauvaise conscience des Français, c'est ça ? Or, quand même, ça fait 62 ans que c'est fini. Et ce qu'il faut dire très simplement, c'est que l'indépendance algérienne a été une libération pour la France. Qu'est-ce qu'on est allé faire dans cette galère ? Pourquoi on est allé coloniser ce pays ? Je l'ai dit dans le Figaro, il y a exactement 20 ans, dans un débat avec Benjamin Stora, qui est un historien de l'Algérie. Oui, ou des rentiers de la mémoire, on peut le voir différemment. Aussi. Et donc, un historien très bien informé, je l'avais dit textuellement à l'époque, et je rajoutais...
je rajoutais qu'il fallait en finir avec les liens avec l'Algérie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut rompre avec l'Algérie. Nous n'avons pas besoin d'Algérie. C'est les Algériens qui ont besoin de nous pour alimenter leur machine de ressentiment et de haine. Donc il faut... Vous savez, concrètement, rompre avec l'Algérie. On rompt les ponts, on ferme les ambassades, et s'ils veulent se réformer, si un jour ils deviennent avec de meilleures intentions, pourquoi pas, mais nous n'avons pas besoin de l'Algérie. Il y a d'autres pays avec lesquels on a rompu, je pense le Mali, des États subsahariens, et vous remarquez d'ailleurs que l'Algérie se fâche avec tout le monde. Elle se fâche avec le Maroc, ils sont presque sur le pied de guerre, avec le Mali également. Là, l'Algérie a risqué de perdre son plus précieux allié, qui est l'Iran. Dans le livre que vous recevez tout à l'heure, la pieuvre de Téhéran, il est très bien dit que les services secrets iraniens et algériens travaillent ensemble. Donc en réalité, l'Algérie veut mener une guerre contre la France pour poursuivre sa guerre d'indépendance, et nous sommes malheureusement les complices de ce noir dessein. Donc il n'y a pas d'amitié possible, dans ce cas-là il n'y a pas de relation possible, et je ne vois pas autre chose que la rupture. Revenons à Boualem Sansal, à ses 5 ans. 5 ans, c'était la peine de prison requise en première instance, 10 ans en appel. Est-ce que néanmoins, ce n'est finalement que, et je mets beaucoup de guillemets à que 5 ans, bien évidemment, est-ce que on peut y voir quelque part un petit espoir ? Ah non, pas du tout. Parce que dans 5 ans, il sera mort. Boualem, on dit qu'il est malade. Il a 80 ans, il atteint d'un cancer. Et puis, vous savez, il y a un effet psychologique de l'incarcération. Il y a la perte de l'espoir, il y a le manque des liens avec ses proches et sa famille. La France il est né en Algérie, mais la France est sa terre nourricière. Donc c'est le pays où il puise de l'inspiration, même s'il dénonce le règne des dictateurs à Alger. Et donc, non, mais c'est-à-dire, c'est un chantage. Maintenant, le pouvoir va dire, oui, je tiens le condamné au bout de sa corde, soit je coupe la corde, mais alors il va falloir être très gentil avec moi, il va falloir me baiser les babouches, m'accorder un certain nombre de faveurs, soit on le garde. Et là-dessus, je trouve que le gouvernement est très faible, et on espère, l'espérance n'a jamais suffi à libérer les prisonniers. Je pense qu'il faudrait une réponse, mais très violente contre cet État terroriste, car c'est ça. L'Algérie est un État terroriste, on s'en rend compte aujourd'hui, et il faut agir en conséquence. Le Premier ministre français vient de déclarer qu'il espérait des mesures de grâce présidentielle. Il dit ça parce que nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, dans quelques jours le 5 juillet, c'est le jour de la fête nationale de l'indépendance en Algérie, et l'usage est que le président algérien accorde des grâces. Est-ce qu'il y aurait un espoir là, d'après vous ? Est-ce que la France doit peser sur le président algérien pour accorder la grâce présidentielle et faire libérer Boualem Sansal ? Alors pour Boualem, bien sûr qu'il faut user de tous les moyens, sans rien concéder, parce que je rappelle que la faute est du côté de l'Algérie. Boualem Sansal n'a rien fait, il a le droit d'exprimer des opinions, il a le droit de penser ce qu'il veut. Si un intellectuel français explique que la Corse doit devenir indépendante, les Antilles également, la Nouvelle-Calédonie également, personne ne le mettra en prison. Alors que Boualem est puni parce qu'il a expliqué qu'autrefois la partie ouest de l'Algérie était marocaine. C'est une opinion, vraie ou fausse, je n'en sais rien, mais peu importe. La liberté d'opinion existe. Donc nous ne devons rien concéder de plus à l'Algérie, ou alors nous devons pratiquer comme les Algériens, la dissimulation, dire oui, nous allons faire ceci ou faire cela, et puis en réalité ensuite ne rien faire. Mais maintenant il y a un deuxième otage, et donc sa vie va être là aussi en jeu. Et vous savez, il y a un risque, c'est que si Boualem Sansal est gracié par le président Tebboune, on a sorti cette libération d'une interdiction de sortir du territoire, parce que ça existe dans le code pénal algérien. C'est-à-dire qu'il sera livré dans les rues d'Alger à la haine des foules, parce que la propagande officielle ne cesse de monter les esprits contre lui. Ça veut dire qu'en fait, il sera liquidé par un citoyen quelconque dans la rue, par plusieurs citoyens. Donc et le gouvernement algérien pourra dire... Ben oui, c'est pas de ma faute, le peuple a exprimé sa juste colère, tout ce qu'on dit dans les dictatures. Mais là, je crois que le président Macron devrait vraiment sortir de ses gonds, parce que c'est insupportable. Ce à quoi nous sommes soumis, nous sommes une grande puissance, et
beaucoup plus grande que l'Algérie, mais nous nous laissons littéralement mener par le bout du nez. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas de quoi le président de la République française a peur. De quoi a-t-il peur ? Encore une fois, l'Algérie a besoin de la France, mais la réciproque n'est pas vraie. Le gaz, nous pouvons nous en passer, c'est 12%, nous l'achèterons ailleurs. Et si les exportations s'arrêtent, si les échanges économiques s'arrêtent, c'est des cacahuètes. Mais vous ne pensez pas quand même que le pouvoir algérien aurait aussi à perdre s'il arrivait malheur à Boualem Sansal ? Ah ben il a tout à perdre. De toute façon, il se discrédite. L'Algérie a rejoint le cercle des États voyous. Russie, Corée du Nord, Iran, Chine et Venezuela, puisque tout ça c'est les mêmes mafias. Et effectivement, son aura de pays tiers-mondistes, autrefois il était le parangon de vertu du tiers-mondisme, son aura a considérablement pâli. L'Algérie est un régime raciste. Je rappelle le sort qui est fait aux subsahariens. Ils sont chassés dans le désert comme des sous-hommes. Et c'est évidemment un régime antisémite, puisque l'ancien avocat de Boualem Sansal n'a jamais pu aller à Alger puisqu'il était juif. Donc maintenant c'est Maître Cornu-Gentil qui a enfin obtenu son visa. Qui a pu y aller après l'audience en appel. Il n'a pas eu de visa à temps. Mais l'Algérie piétine toutes les règles de droit et nous n'en tirons pas les conséquences. Et c'est ça qui est terrible. Bien sûr, mais ce régime est prêt à vivre en état d'isolement, il est prêt à se bunkériser, puisque de toute façon il a une mentalité un peu obsidionale. Alors là où on a quand même un levier extraordinaire, c'est l'Europe. Nous sommes partie de l'Union européenne et nous devons appuyer nos partenaires européens, leur demander de ne plus commercer avec l'Algérie tant que Boualem Sansal ne sera pas libéré. Je rappelle qu'en Allemagne, il a reçu le prix des libraires de Francfort. C'est un héros dans l'intelligentsia. Donc nous avons quand même des moyens importants. Donc la réponse serait plutôt européenne pour peser encore plus fort sur l'Algérie, c'est ça ? Oui, pour peser plus fort sur l'Algérie et commencer petit à petit à étrangler ce pouvoir arrogant et totalitaire. Mais nous ne le faisons pas. Nous sommes tétanisés, et je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi sommes-nous tétanisés ? Vous avez pointé la mémoire, la mauvaise conscience, la décolonisation. Ça passe vite. Mais de toute façon, les démocraties sont toujours, dans un premier temps, impuissantes face au régime de dictature. Mais il arrive parfois qu'elle se réveille. Je souhaite qu'en 5 jours, le gouvernement se réveille. Donc concrètement, là, vous demandez à Emmanuel Macron de prendre position, de faire une déclaration, Oui, faites quelque chose. Ou qu'il fasse des pressions en coulisses. Mais l'espérance et la prière n'ont jamais fait avancer des causes concrètes. Est-ce que le cas de Boualem Sansal agite l'opinion algérienne, quelques intellectuels algériens, je pense à Yasmine Kadra notamment, l'écrivain. Oui, alors Yasmine Kadra a fait très courageusement une demande auprès du président Tebboune, et c'est bien parce que, a priori, il n'est pas du tout d'accord avec Boualem Sansal, donc c'est très bien de demander la grâce d'une personne avec qui on est en désaccord, mais globalement, l'intelligentsia algérienne n'aime pas Boualem Sansal, pas plus qu'elle n'aime Kamel Daoud, parce que il y a un élément de jalousie, ils sont passés du côté de l'ennemi, car nous sommes les ennemis, bien entendu. L'indépendance est acquise, mais nous sommes les ennemis à vie. Et donc, il y a aussi l'envie. Parce que, évidemment... Des écrivains qui ont réussi aussi. Ils ont réussi, ils ont du talent. Il y a d'autres. Il y a des philosophes femmes qui sont extraordinaires. Mais, bien sûr, on leur en veut. Et donc, devant l'hésitation du pouvoir français, eh bien, on se range du côté des forts. Et la force est du côté de Tebboune, dont le rôle lui-même est très vacillant, parce qu'à l'intérieur du pouvoir algérien, il y a des factions qui voudraient renverser Tebboune, mettre quelqu'un d'autre à sa place. On a vu qu'on vient de nommer un nouvel agent des services secrets. Donc, il va falloir faire quelque chose qui soit de l'ordre, à notre tour, de l'intimidation, du chantage. Je ne sais pas jusqu'où, mais en tout cas, on a des moyens. Nous aussi, on a des services secrets. Nous aussi, on peut faire des choses
on peut faire des choses. Dans l'ouvrage, vous êtes le co-auteur qu'on va montrer à l'écran pour Boualem Sansal, 60 personnalités pour penser la vie, l'œuvre et l'emprisonnement de l'écrivain. C'est aux éditions David Reynarc. Vous parlez de l'affaire Boualem Sansal comme un enjeu de civilisation. Oui, c'est un peu l'équivalent de l'affaire Dreyfus, toute proportion gardée. C'est pas pareil, l'affaire Dreyfus c'est une affaire nationale, là c'est une affaire internationale. Disons qu'on peut aussi rapprocher ça de Salman Rushdie, puisque l'un des griefs faits par l'Algérie à Boualem Sansal, c'est aussi l'insulte à l'islam. Boualem Sansal n'est pas croyant et il déteste les islamistes, donc il est doublement coupable, et d'atteinte à la sécurité nationale et d'atteinte à la religion d'État. Mais oui, c'est une affaire de civilisation. Moi, je vais vous dire, j'ai de la peine pour le peuple algérien, parce que c'est un peuple décervelé. Donc, vous savez, on n'enseigne plus le français. Alors, c'était la grande supériorité des élites algériennes, c'est qu'elles étaient bilingues. C'est fini. On enseigne mal l'arabe. Donc, les Algériens ont du mal à parler l'arabe qui est parlé ailleurs. Ils parlent simplement le dialecte local. Ils parlent mal l'anglais. Donc, le pouvoir est... Par ailleurs, le seul enseignement qu'ils reçoivent, c'est celui des imams. On construit, je crois, des mosquées partout, pratiquement chaque mois. Et donc, c'est un peuple qu'on enferme dans l'infantilisation, alors que les Algériens ont l'exemple de la France, où ils ont souvent des binationaux, des cousins, des oncles. Oui, et puis, ils ont une tradition, ils sont assez pointus en politique, les Algériens. Ils ont un grand sens de la politique. En mathématiques, en physique, ce sont des gens brillants. Et le rêve des Algériens, c'est tout bête. C'est de venir en France ou en Europe. Ils nous ont chassés et maintenant ils voudraient venir chez nous, parce que chez nous c'est la liberté, c'est l'intelligence, c'est notamment la visibilité des femmes, alors que l'Algérie évidemment retrouve petit à petit les vieux commandements de l'islam anti-féminin. Et donc j'ai vraiment de la peine pour ce peuple qui devrait maintenant se libérer. Boualem Sansal le dit très bien, il a dit l'indépendance, ça n'a pas été la libération, ça a été la construction d'une nouvelle prison avec de nouveaux principes, mais les murs sont montés encore plus haut que sous le colonialisme. C'est horrible pour l'Algérie, mais là, pour l'instant, il faut se focaliser sur la libération de notre ami. Et donner toutes ses forces pour cette libération. À ceux qui n'ont pas lu Boualem Sansal, quel livre vous recommanderiez de l'écrivain ? Je recommanderais 2084, Le village de l'Allemand, c'est sa défense de la langue française, qui est son dernier livre. On en avait parlé ensemble à Saint-Raphaël au mois d'octobre. Oui. Cet homme qui maintenant croupit dans les geôles de la dictature algérienne s'inquiétait pour notre mésusage du français et la corruption grandissante du globish dans notre façon de parler. Il avait raison. Alors ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'œuvre est multiple, elle est très enrichissante et Boualem est un de nos très grands écrivains. Et le fait qu'il ait choisi la France est pour nous un grand honneur. Vous savez, c'est une chance d'être français. Il faut le répéter, il faut le dire sans cesse. Et c'est une malchance pour... Il est venu ici, effectivement, le 25 septembre dernier, nous parler de ce livre sur le français. Et il nous confiait effectivement cette émotion d'avoir aussi reçu la nationalité française. C'est une catastrophe nationale pour nous que ce grand écrivain soit prisonnier des fanatiques de l'autre côté de la Méditerranée. Merci Pascal Bruckner d'avoir été avec nous, et puis bien sûr on va suivre les prochains événements et guetter cette date néanmoins importante du 5 juillet. On croise les doigts en espérant surtout qu'il soit libre et qu'il revienne. Moi j'aimerais plutôt qu'on croise le fer, mais voilà. Croiser le fer plutôt que les doigts. Merci d'avoir été avec nous Pascal Bruckner. Les grands reporters Emmanuel Razavi et Jean-Marie Montalier ont enquêté pendant 3 ans sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France, notamment une enquête stupéfiante. En attendant qu'Emmanuel Razavi me rejoigne sur ce plateau, je vous propose de regarder les funérailles de 60 hauts gradés militaires et scientifiques qui se sont déroulées à Téhéran le week-end dernier. Des images à visée de propagande, bien sûr, pour montrer que le régime des Mollahs tient encore debout malgré les frappes récentes israéliennes et américaines.
Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. On est ravis que vous soyez là. Vous êtes reporter spécialiste de l'Iran, auteur avec Jean-Marie Montali de ce livre La pieuvre de Téhéran, une enquête passionnante sur 40 ans de guerre secrète, d'influence par les mollahs en Occident et en France. On va y revenir dans le détail. On vient de voir ces images de propagande, les funérailles de 60 hauts gradés et scientifiques iraniens après les frappes israéliennes et américaines. 12 jours de guerre entre l'Iran et Israël, un cessez-le-feu qui est rentré en vigueur le 24 juin dernier. Une question qui se pose, à quel point le régime a été affaibli par les frappes ? C'est la bonne question. Alors, le régime, il faut savoir qu'il était déjà affaibli avant cette guerre des 12 jours. Il y a une fracture, très importante entre deux tendances au sein du régime, que sont les conservateurs et les réformateurs. Les conservateurs, pour vos téléspectateurs, ils sont issus, si vous voulez, des gens qui ont fait, des groupes qui ont fait la révolution islamique de 1979 aux côtés de l'ayatollah Khomeini. Et les réformateurs, je mets des guillemets au mot réformateur, voilà, c'est plutôt en fait les milieux affairistes mafieux, si vous voulez, qui investissent dans différents trafics d'armes, de drogue, etc. Donc déjà, le régime était fragilisé d'une part politiquement par ça, et aussi par le fait qu'en Iran, aujourd'hui, vous avez 2/3 du territoire qui n'a plus accès à l'eau potable, vous avez un Iranien sur 2 qui vit en dessous du seuil de pauvreté, des pannes d'électricité dans quasiment les grandes villes d'Iran qui sont récurrentes, donc les entreprises n'ont pas d'électricité. Donc il était déjà fragilisé, et évidemment, cette guerre de 12 jours a évidemment endommagé terriblement les états-majors de l'armée de l'air, de l'armée nationale, du corps des gardiens de la Révolution, même si bien sûr ils ont été renouvelés quasiment en quelques heures. La réalité, c'est que militairement, c'est un régime qui est extrêmement abîmé, qui est au bord de l'abîme, mais qui tient. Mais néanmoins, qui a une capacité à se régénérer. Alors vous avez raison, il a une capacité en fait à se régénérer et puis aussi à tenir, parce que il faut comprendre que quand l'ayatollah Khomeini a proclamé en fait la République islamique d'Iran en 1979, il l'a doté en fait d'une constitution et d'institutions extrêmement en fait fortes. Voilà, ce qui fait que la disparition par exemple du guide suprême n'induit pas forcément la chute en fait du régime, puisque tout est prévu pour sa continuité. Alors après, dans quel cadre ? Parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui quand même qui est quand même tragique pour l'Iran, en ce sens que évidemment il y a la pauvreté, la famine évidemment, et puis il y a évidemment cette guerre, cette fracture interne, mais qu'on retrouve y compris au sein de l'armée nationale et au sein des états-majors en fait du corps des gardiens de la Révolution. Alors un régime quand même clairement affaibli, militairement, économiquement, vous venez de le rappeler. Ce que révèle votre livre, co-signé avec Jean-Marie Montali, c'est à quel point l'Iran est présent et à quel point il a infiltré l'Occident et la France. La France est une cible privilégiée pour le régime des mollahs ? Alors oui, il y a deux cibles vraiment privilégiées que sont en fait les États-Unis et la France. L'Iran, on y reviendra, la République islamique d'Iran n'a pas d'ambassade aux États-Unis, donc ses services secrets œuvrent par le biais très souvent en fait de centres de réflexion au sein de centres culturels, absolument au sein des universités. En France, évidemment, il y a évidemment l'ambassade de la République islamique d'Iran à Paris qui joue un rôle en fait essentiel, mais comme toutes les ambassades aujourd'hui en fait iraniennes, je dirais, dans les capitales européennes notamment. Il faut comprendre qu'en 79, quand Khomeini en fait prend le pouvoir, il met la main en fait sur une centaine d'ambassades à travers le monde, et comme n'importe quel État, il décide de s'en servir pour faire de la stratégie d'influence. Sauf que l'Iran, c'est pas un État comme l'Italie, les États-Unis. Vous voyez, c'est pas le même type d'influence. L'Iran, c'est un narco-État, la République islamique d'Iran. C'est un État terroriste. Je rappelle, parce que c'est important d'en parler, que Téhéran détient actuellement 2 otages français qui sont dans des conditions. Régulièrement, on peut voir aussi ces photos. Cécile Collère et Jacques Paris, la sœur de Cécile Collère, est venue sur ce plateau. Et qui sont détenus dans des conditions extrêmement dures. En fait,
fait, bref, c'est un pays en fait qui fait de la diplomatie, si vous voulez, terroriste. Donc c'est pas n'importe quel État. Et via en fait ses ambassades, Khomeini, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de confier à ses services secrets la mission de diffuser des éléments de langage, d'une part, en fait de faire de l'influence. Mais on va remarquer en fait au fur et à mesure des années que cette influence, elle augmente à mesure que les attentats terroristes en fait augmentent aussi en fait en Europe. Je parle des attentats perpétrés en fait par les gardiens de la révolution islamique. Et évidemment, ça s'accentue. Alors il y a on le raconte dans le livre, je vais pas tout dévoiler, mais si vous voulez, il y a des périodes qui sont très importantes. 1984, 2014, évidemment, parce que quelques mois avant, la négociation des accords de Vienne sur le nucléaire, et puis 2025, quelques semaines, quelques mois avant le déclenchement en fait de la guerre des 12 jours. Des 12 jours. Comment il procède, l'Iran? Ce sont des agents infiltrés, c'est ça, sur le territoire français? Récemment, il y a un Iranien qui a été arrêté du côté de Dijon. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Il surveillait la région de Dijon parce qu'il y a une diaspora importante. Alors voilà, pourquoi Dijon? Tout simplement parce que Dijon, c'est une ville où j'ai grandi. Donc je connais bien Dijon. Il y a une forte diaspora en fait iranienne. D'accord. Et donc il était chargé. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Bachir Biyazar, qui appartenait à la force Al-Quds. La force Al-Quds, c'est l'unité d'élite du corps des gardiens de la Révolution qui est en charge des opérations extérieures. Donc elle est spécialisée dans les opérations en fait de guerre asymétrique, dans l'influence, dans la cyberguerre, bien sûr les opérations terroristes aussi. Et lui donc il avait mission de surveiller les opposants iraniens au sein de la diaspora à Dijon, mais aussi de faire de l'influence auprès d'associations typées plutôt extrême gauche pro-palestinienne à l'université, notamment en fait dans le milieu universitaire dijonnais. Et donc il évangélise entre guillemets sur les bienfaits du régime islamique iranien. Alors, vous avez raison, c'est exactement ça. C'est notamment en fait surtout faire passer des éléments de langage qui sont favorables aux proxys, ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire des organisations en fait terroristes qui sont financées ou des mouvements qui sont financés par l'Iran. Le Hamas, le Hezbollah, qui sont des organisations terroristes islamistes, mais vous avez aussi le FPLP qui est d'obédience plutôt marxiste. Donc, si vous voulez, c'est de travailler, si vous voulez, à faire passer des éléments de langage favorables à ces proxys palestiniens, libanais, outils aussi au Yémen, qui sont financés, encadrés, armés, entraînés par les services secrets iraniens, notamment en fait par la force Al-Quds des gardiens de la Révolution. Quel est le niveau d'influence, d'après vous, des réseaux iraniens en France? Vous les trouvez assez offensifs, assez influents? Ouais, alors influent, oui, offensif, oui, mais les deux se tiennent. C'est-à-dire que quand on regarde notamment en fait la montée en puissance des éléments de langage des services secrets iraniens ces derniers mois, notamment ces dernières semaines en fait avec la guerre, on se rend compte qu'on entend. Alors pour nous, Jean-Marie et moi, qui avons beaucoup travaillé en fait sur les éléments de langage, vraiment avec des spécialistes. Vous avez l'oreille pointue, si je puis dire. Voilà, et je tiens à le dire pour vos téléspectateurs, c'est que on a travaillé là-dessus avec quand même des spécialistes du renseignement, avec des anciens du renseignement qui ont travaillé là-dessus. On le dit d'ailleurs, on parle de certains d'entre eux en fait dans le livre, mais on a aussi interrogé des gens du régime, donc qui connaissent parfaitement en fait le système et qui nous ont confirmé ça. Et effectivement, on entend dans la bouche de certains, alors parfois inconsciemment, involontairement, des éléments en fait pensés à Téhéran qui sont repris. Mais il y a un exemple, c'est que ces derniers temps, on a beaucoup entendu le fait que si le régime iranien tombait, que ce serait le chaos, qu'on verrait Daesh, qu'il y aurait une partition, la guerre civile, une partition en fait de l'Iran. Or, quand vous discutez avec les chefs des mouvements d'opposition iraniens, je parle des mouvements de gauche, de droite, monarchistes, ils disent tous qu'ils veulent pas de partition, ils disent tous qu'ils sont d'accord pour se mettre autour de la table. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué, ils ont chacun leurs agendas, mais ils sont complètement à rebours de ce que ces gens qui véhiculent ces éléments de langage racontent. Qui sont les relais justement de l'influence des mollahs en France? Il y a ceux qui sont acquis à la cause et les idiots utiles, c'est ça? Alors, c'est protéiforme. Si vous voulez, il y a plusieurs typologies en fait d'individus. D'abord, vous avez des gens qui parfois, tout simplement, sont allés, des chercheurs qui ont pu aller en Iran, qui ont pu bénéficier en fait à la fois de visas, d'une aide logistique sur place pour mener en fait leurs travaux, et qui, quand ils reviennent, pour pouvoir continuer à bénéficier, je dirais, de la bienveillance, si vous voulez, du ministère des Affaires étrangères iranien, vont être plutôt sympathiques, vont délivrer des éléments de langage plutôt sympathiques vis-à-vis en fait de l'Iran, comme dire que c'est un pays
où tout le monde peut aller, que c'est un pays qui n'est pas dangereux, que c'est un pays en fait qui est bienveillant, etc. Donc pas vraiment la réalité quand on sait qu'on a encore une fois deux Français qui sont détenus, qui sont otages de la République islamique d'Iran depuis plus de 3 ans dans des conditions qui sont terribles. Vraiment, je le rappelle, c'est très important. Donc vous avez cette typologie déjà d'individus. Vous avez aussi des agents secrets, des espions. Vous avez des gens qui sont chargés au sein des ambassades en Europe de caster, les gens, notamment dans les milieux universitaires, des jeunes chercheurs, des jeunes doctorants. C'est les universitaires. Ah ouais, alors vraiment les universités, c'est ce que nous ont confirmé autant en fait des gens qui travaillent pour le FBI, pour le département d'État américain, que des gens qui ont travaillé pour les services en fait français sur ce sujet-là. Quel est l'intérêt du profil de l'université? Alors tout simplement parce qu'ils choisissent des gens qui vont se spécialiser notamment sur la zone Moyen-Orient ou sur l'Iran, et donc des gens qui à un moment donné vont publier des travaux, qui vont publier des livres, qui vont être reçus dans des émissions, exactement, dans des émissions de télévision, dans des émissions de radio, et c'est vrai partout dans le monde, et donc ils vont pouvoir relayer ces éléments en fait de langage favorables à la République islamique d'Iran, même quand ce sont des arguments qui sont absolument fallacieux. On a vu dernièrement dans des manifestations pro-palestiniennes l'apparition de drapeaux du régime iranien. Ça vous a surpris ? Alors non, parce que à travers des papiers que j'ai faits pour les médias avec lesquels je travaille depuis plusieurs mois, je racontais qu'il y avait en fait une connivence entre ces milieux en fait d'extrême gauche pro-palestinienne et évidemment en fait la République islamique d'Iran. Je vais vous donner un cas parce que c'est bien qu'on parle concrètement. Dans le livre, on parle d'un jeune homme franco-iranien qui s'appelle Shahin Azami. Shahin Azami, d'ailleurs, il est actuellement mis en examen. Il va être jugé dans quelques jours pour apologie en fait du terrorisme. Il soutient l'axe de la résistance, il soutient en fait l'axe de la résistance. Je vous rappelle qu'il y a des organisations terroristes comme le Hamas, le Djihad islamique, le FPLP, qui sont financées, armées, entraînées par l'Iran. Sur ses réseaux sociaux, il soutient en fait ces groupes-là. Shahin Azami, c'est peut-être à lui que vous faisiez allusion, il distribue effectivement, il y a quelques jours, des drapeaux de la République islamique d'Iran, effectivement en place publique. Vous avez travaillé avec effectivement des sources proches des mollahs, mais aussi avec un policier franco-iranien qui a été infiltré auprès des services iraniens. Il s'appelle Mathieu Gadiri. Ça a été une source importante qui vous a livré pas mal d'informations. Alors c'est une source. On a plusieurs sources, parce qu'il y a Mathieu Gadiri, il y a Amir Hamidi, il y a effectivement les gens en fait qui travaillent avec le FBI. Si vous voulez, on a quand même beaucoup de sources. Cette enquête, je voudrais le dire pour les gens qui nous regardent, elle a été extrêmement longue, elle a été extrêmement compliquée. Elle a été dangereuse aussi. Elle est toujours extrêmement dangereuse parce que évidemment le fait de publier ce livre nous met évidemment sous menace en fait des sbires en fait de la République islamique d'Iran. Mais si vous voulez, elle a été très compliquée parce que d'abord il a fallu qu'on parle aussi avec des gens à l'intérieur du régime iranien. Donc c'est pas aussi simple que ça. Il faut faire très attention. Il faut des systèmes de communication d'abord cryptés et en plus passer par des VPN. Il faut faire attention à ne pas rester trop longtemps au téléphone. Donc à des horaires un peu particuliers très souvent. Donc il y a déjà eu ça. Il a fallu recouper en fait auprès des différentes sources, si vous voulez, ce qui nous était raconté. Donc tout ça a pris quand même beaucoup de temps. Mais pour revenir à Mathieu Gadiri, son histoire elle est absolument exceptionnelle parce que en 1984, il est approché par les services secrets iraniens ils savent qu'il est relativement proche du Parti socialiste, enfin en tout cas sympathisant, en tout cas officiellement, et ils vont lui demander en fait d'infiltrer le Parti socialiste et de monter jusqu'à François de Grossouvre, conseiller en fait de François Mitterrand, pour à la fois l'espionner mais aussi faire de l'influence auprès de lui. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que Mathieu Gadiri travaille pour le contre-espionnage français en réalité. Et donc avec sa couverture, sa hiérarchie française va lui demander d'infiltrer les services secrets iraniens, ce qu'il va faire pendant plusieurs années. Il va retourner régulièrement en Iran jusqu'à il y a quelques années. En fait, son histoire elle est incroyable. On a discuté avec un de ses anciens patrons au sein du contre-espionnage qui nous a dit que c'était un héros et que son histoire était absolument exceptionnelle. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé à lui, parce que ça montre qu'il n'y a pas que les Israéliens qui ont été infiltrés en Iran, mais d'autres services, à commencer par les services secrets français qui nous ont beaucoup impressionnés, parce que, je voudrais aussi le dire, en fait, on s'est rendu compte que les services français savaient tout. C'est-à-dire que nous, les journalistes, on arrive, on sort, on croit sortir des scoops, et en réalité, on se rend compte que les services ont documenté ça, en fait, depuis longtemps. Depuis longtemps. Est-ce que l'Iran, d'après vos informations, a aujourd'hui la capacité de mener des attentats au sol, ou est-ce qu'elle
peu privilégié ce qu'elle a fait, notamment dans les années 80, beaucoup. La menace iranienne, elle est vraiment réelle là, sur le sol français, ou alors la menace iranienne, alors écoutez, ces derniers jours, avec Jean-Marie Montali, on a discuté avec des gens qu'on a interviewés pour le livre, qui travaillent en fait dans l'environnement en fait des services de renseignement intérieurs ou extérieurs en fait américains, européens en fait aussi. Ce qu'il ressort de ce qu'ils nous disent, c'est que c'est quand même le chaos au sein des services secrets iraniens après la guerre, y compris au sein en fait du corps des gardiens de la Révolution. Mais ce qu'ils nous disent, c'est que depuis maintenant quelques années, la force Al-Quds des gardiens de la Révolution sous-traite les assassinats ciblés à des bandes de voyous qui sont liés en fait au crime organisé, notamment en fait le narcobanditisme. Ces dernières années, il y a eu des tentatives d'assassinat commanditées en fait par Téhéran, qui étaient menées en fait par des intermédiaires qui étaient liés en fait à ces réseaux, du narcotrafic. Donc même si le régime est affaibli, il a encore les moyens. Ah oui, bien sûr. Mais de toute façon, je vais être très clair là-dessus. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le livre. Au regard de 46 ans d'histoire de la République islamique d'Iran, à chaque fois qu'il y a des opérations d'influence qui sont montées, vous avez des opérations terroristes en parallèle. L'objectif de ce livre, Emmanuel Razavi, c'est alerter l'opinion publique. Écoutez, l'objectif de ce livre, d'abord, c'était de travailler quand même sur un sujet qui nous est cher avec Jean-Marie, puisqu'on travaille sur le Moyen-Orient, mais c'est surtout délivrer une parole qui soit un peu différente de ce que l'on entend en fait systématiquement. Alors pas au Figaro, parce que vous avez un traitement qui est très équilibré, je trouve, en fait, de l'Iran, mais en revanche, parfois dans certains médias, si vous voulez, on a pu entendre des choses qui étaient absolument navrantes, pour ne pas dire ineptes, de la part. Ce que je vous racontais sur le fait que si le régime iranien tombait, ce serait le chaos qu'il y aurait Daesh en Iran. Enfin, le chaos, il y est en Iran aujourd'hui avec la République islamique. L'état du pays ne peut pas être pire. Les gens qui nous parlent de partition ne parlent pas au mouvement d'opposition en fait iranien, puisque même les Kurdes du Comala aujourd'hui disent qu'ils ne sont pas du tout pour la partition, qui ne revendiquent pas l'indépendance, du Kurdistan, mais une autonomie, ce qui est quand même pas la même chose. Donc, si vous voulez, il nous semblait important à un moment donné de pouvoir, dire attention, notamment aux chercheurs universitaires qui délivrent souvent un savoir scientifique, attention aux éléments en fait que vous passez. Attention aussi, quelque part quand même, je trouve que c'est aussi un hommage quand même aux services de renseignement européens, évidemment notamment français, qui font le boulot, clairement, et de montrer qu'on sait. Donc à un moment donné, il faut aussi que nos politiques ne soient pas dupes d'un régime des mollahs qui est un régime tortionnaire, un régime qui s'en prend à sa population, un régime qui viole dans les prisons en fait des jeunes femmes, et qu'à un moment donné, il faut arrêter de négocier avec des gens qui nous mentent de façon systématique. Merci Emmanuel Razavi d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, co-signé avec Jean-Marie Montali, La pieuvre de Téhéran. C'est absolument passionnant. Merci. Et puis on rappelle que nous avons 2 otages depuis plus de 3 ans, Cécile Colère et Jacques Paris, détenus dans la prison d'Evin. Leurs familles n'ont pas de nouvelles. On sait que la prison a été bombardée et on pense donc à eux et bien sûr à leurs proches. Merci d'avoir été avec nous, Emmanuel. Hier, la réforme de l'audiovisuel public devait être en débat à l'Assemblée nationale, un texte porté par la ministre de la Culture Rachida Dati. À la surprise générale, il n'y a même pas eu de débat. Les députés ont voté une motion de rejet. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale et puis on se retrouve ensuite avec mon invité, Philippe Bailly. C'est un fin connaisseur de la vie des médias. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la motion de rejet préalable. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 132, exprimé 132, majorité 67 pour 94 contre 38. L'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance demain à 15h. Ouverture de la session extraordinaire. Questions au gouvernement. Vote solennel sur le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte. Bonjour Philippe Bailly. Bonjour. Vous êtes un fin connaisseur de la vie des médias. Vous êtes par ailleurs le fondateur de NPA, une agence de conseil. Hier, le projet de loi de la réforme de l'audiovisuel public devait être débattu. Ça devait démarrer donc hier, se poursuivre aujourd'hui. Et puis, à la surprise générale quand même, le texte a été rejeté avant tout débat. Qu'est-ce qui s'est passé exactement hier ?
Alors, hier, les députés écologistes, et en l'occurrence Sophie Taillé-Polian à la tribune, ont défendu une motion de rejet. C'est un texte qui dit qu'il n'y a pas lieu de débattre, il n'y a même pas lieu de débattre sur le texte. Sur le texte, et se sont exprimés en faveur de cette motion sans surprise les groupes de gauche. Qui étaient contre les écologistes, les socialistes, les communistes et LFI. À l'inverse, se sont exprimés pour son rejet et pour la poursuite de la discussion, le bloc central. L'attitude du Rassemblement national, elle était un peu ambiguë. On a compris de ce que disait Philippe Ballard qu'ils étaient plutôt pour qu'il y ait discussion, mais à la fin, ils ont voté malgré tout ce texte de renvoi, face à cette motion de rejet. Et donc, le résultat, les chiffres, c'était, on les a vus à l'instant, 94 pour et 38 contre. Donc une adoption massive qui fait que la discussion n'aura duré qu'à peine une demi-heure finalement. C'est un gros camouflet quand même pour la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a porté très fortement ce projet. Enfin, si on était dans un film de cinéma, on dirait qu'il y a une sorte de comique de répétition, mais qu'elle ne trouve peut-être pas extraordinairement drôle, mais c'est la 4e fois que la discussion de ce texte est interrompue prématurément. La première, c'était à l'été dernier à cause de la dissolution. La deuxième, à l'automne, quand le gouvernement de Michel Barnier a été censuré. La troisième, en avril, après qu'il y ait eu quelques accrochages entre la ministre et les services de l'Assemblée nationale, et à un moment, plus de temps pour discuter le texte. Et donc là, c'était la 4e fois. C'est pour ça que dans la presse, j'ai lu, on parle d'un texte maudit. C'est un peu l'impression que ça peut donner. Disons, les analyses politiques qui sont toujours à chercher quand même un deuxième sens et savoir si finalement il y a un peu de machiavélisme se cache dans tout ça. Certains disent aussi aujourd'hui, finalement, là, la ministre, elle partait pour 2 jours de débats compliqués à l'Assemblée. Il y avait eu 1000 amendements déposés, donc une forme d'obstruction par la gauche, etc. Là, cette motion de rejet, c'est un peu comme sur le texte Duplon il y a quelques semaines. Ça vaut rejet, ok, mais ça permet au texte de partir au Sénat, d'être discuté au Sénat par des parlementaires qui sont beaucoup plus favorables, de revenir malgré tout ensuite à l'Assemblée nationale. Mais enfin, en gros, le dommage est peut-être pas si grand pour Rachida Dati, si ce n'est quand même, ce que vous disiez à l'instant, cette impression à un moment des nombres, des chiffres, donc, et de l'impression que la majorité, enfin ceux qui étaient supposés la soutenir, s'étaient pas beaucoup mobilisés. Oui, elle n'a pas beaucoup été entourée, et puis il y a un enjeu bien sûr politique pour Rachida Dati qui brigue la mairie de Paris. Alors on va quand même s'intéresser à ce que contenait ce projet de réforme de l'audiovisuel. Il s'agissait de quoi, Philippe Bailly, dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, il s'agissait de réunir il s'agit encore. Il s'agit encore, absolument. Réunir les structures de l'audiovisuel public sous une structure unique. Alors, avec plusieurs possibilités, plusieurs scénarios, et y compris des choses qui ont un peu évolué au fil du temps. D'abord sur le périmètre. Est-ce qu'on parle à la fois de France Télévisions, de Radio France, de l'INA et de France Média Monde, donc l'audiovisuel extérieur ou pas ? Alors, personnellement, il me semble qu'il y a une cohérence à mettre l'ensemble. Là, on s'orientait sur proposition du gouvernement, et après, semble-t-il qu'il y a eu un arbitrage perdu par le ministère de la Culture contre le ministère des Affaires étrangères, pour laisser l'audiovisuel extérieur en dehors de cet ensemble. Oui. Encore une fois, on pourra en rediscuter. Pour moi, il y a vraiment une cohérence et des synergies à attendre, etc., à avoir l'ensemble. Deuxième aspect, c'est quel type, comment est-ce qu'on construit la structure commune ? Là, ce qui était sur la table, c'était une holding, c'est ça ? Alors, il y a un bout du spectre, il y a la holding simple, donc à l'autre extrémité, la fusion. La fusion, c'est ce que défendait Rachida Dati il y a 1 an à peu près, puis finalement, elle a cheminé dans sa réflexion. Le risque de la holding simple,
c'est de rajouter un étage de management, une couche, avec un président, avec des cadres, etc. Si on leur donne pas de pouvoir sur les filiales, que ça soit simplement une sorte un peu de conseil un peu évanescent, donc, mais avec un coût malgré tout, et sans réelle capacité d'impulsion. Donc, la ministre avait inventé avec son cabinet le concept de holding exécutive, donc dans laquelle à la fois le président de la holding était aussi PDG, donc mandataire social de France Télévisions, de Radio France, de l'INA. Dans tous les cas, alors fusion ou holding exécutive, on peut certainement en débattre. Ce qui me semble en tout cas heureux, c'est de ne pas s'en tenir à une formule de holding molle, entre guillemets, dans lequel, encore une fois, on verrait bien les coûts supplémentaires, mais on ne verrait pas... Voilà, ça veut dire, Philippe Bailly, que d'après vous, il faut vraiment réformer l'audiovisuel public. Quels sont les enjeux si on ne le fait pas ? Aujourd'hui, c'est comme dans le film La Haine. Jusque-là, tout va bien. On a Radio France dont les antennes se portent extrêmement bien. En termes d'audience. On a France Télévisions qui tient aussi largement son rôle. La difficulté, c'est qu'on est dans un monde qui est de plus en plus globalisé. À la fois globalisé avec des compétiteurs donc internationaux, de Netflix à Google en passant par TikTok, etc., ou YouTube, et en même temps fragmenté au sens où il y a de plus en plus d'offres à la portée de la télécommande ou du pouce, selon qu'on est sur son smartphone ou sa télévision, de l'auditeur ou du téléspectateur. C'est donc de plus en plus difficile d'émerger, d'être vu, ne serait-ce que d'être déjà repéré, d'être identifié dans une forêt d'applications, dans une myriade de sites. Donc simplement d'émerger, d'avoir des moyens nécessaires pour faire d'avoir des productions haut niveau, de haut niveau. Encore une fois, face à aussi des concurrents qui sont surpuissants. Et puis avec, dans tous les cas, une logique de synergie qui aurait sans doute pu valoir et peut-être dû valoir depuis longtemps, sur tout ce qui est services généraux, je sais pas quoi, DRH, immobilier, informatique, etc. Connus pour maîtriser les coûts. Voilà, à un moment, parce que une des questions et un des sujets de polémique autour du texte, c'était autour de l'identité éditoriale. Est-ce que ça allait préserver ou pas l'identité de France Inter, de France 2, etc. Dans tous les cas, c'est pas le service informatique de Radio France qui fait l'identité éditoriale de France Inter, ni celle de... Voilà. Donc, au moins, sur tous ces aspects de services généraux, services communs, fonctions support, il y a certainement... Alors le rapport de Laurence Bloch disait 10 millions par an, peut-être c'est davantage, en tout cas des synergies, des économies à aller chercher, et c'est essentiel à un moment où, du côté des finances publiques, on voit bien la difficulté dans laquelle on est, et du point de vue en même temps des programmes et des coûts de production, là on est plutôt dans une tendance à la hausse, donc un écartèlement. Parce que le chiffre d'affaires là, du service public, le budget plus exactement, c'est combien là, qu'on ait une idée France Télévisions, on est à peu près à 3 milliards, et l'audiovisuel public globalement 4 milliards. 4 milliards, oui. 4 milliards, c'est donc qui était financé jusqu'en 2022 à 80-85% par la redevance. Oui. Donc maintenant qu'il est par une fraction de la TVA qui est fléchée vers l'audiovisuel public, donc Et ce budget, il est au regard des services publics européens, c'est plutôt, pour comparer, c'est plutôt un beau budget, c'est moyen, on est dans la fourchette haute ou basse? On est plutôt dans la fourchette moyen bas. Enfin, si on prend en dépenses par habitant, de manière à avoir des choses comparables, on est plutôt dans la deuxième partie du tableau, très loin notamment des Allemands ou des Anglais.
Et donc on est plutôt du côté des latins que des Allemands ou des Anglais. On parle souvent on fait souvent référence à la BBC et quand on parle de cette réforme de l'audiovisuel public, les dirigeants rêvent d'une BBC à la française. Qu'est-ce que ça veut dire exactement une BBC à la française ? En fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Si ce n'est, ou plus exactement, c'est même la BBC, effectivement, ça a une valeur presque de slogan, sans forcément que les uns les autres prennent le temps d'aller regarder sa réalité quotidienne. En fait, la BBC, ce qui est depuis une éternité, peut-être même depuis que le groupe existe, c'est qu'effectivement, on a bien dans un même ensemble la télévision, la radio et d'ailleurs l'audiovisuel extérieur, BBC World. Mais une fois qu'on a dit ça, sur d'abord les programmes et la qualité des programmes, on crédite la BBC d'être de très haut niveau. Quand on regarde de plus près, par exemple, le maillon faible est un jeu qui nous vient de la BBC. Est-ce que c'est totalement de service public ? Ça serait discutable. En tout cas, la BBC c'est être aussi divertissante, etc. C'est pas seulement une télévision sérieuse. Et puis sur le financement, on est à la fois sur un groupe public qui n'a pas de publicité, pas du tout, ce qui est pas y compris sur ces plateformes digitales, mais en revanche, et ça c'est une différence essentielle entre la France et d'ailleurs globalement les autres pays, dont le Royaume-Uni, quand la BBC finance des programmes. Les droits de ces programmes lui restent attachés. Ce qui veut dire soit qu'il peut le réutiliser, rediffuser, réexploiter, potentiellement le diffuser à l'étranger ou le vendre. Et la BBC a une filiale BBC Studio qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an, etc. Le business, entre guillemets, de la production et de la distribution de droits, c'est une vraie ressource essentielle pour la BBC, ce qui n'est pas le cas de France Télévisions en France. Et on pourrait un peu élargir. En France, on a une vision, encore une fois, dans laquelle les producteurs conservent, récupèrent les droits des émissions qu'ils ont produits. Avec de l'argent public, avec de l'argent public, ou quand il s'agit de TF1 ou d'M6, de l'argent privé, mais en tout cas, c'est eux qui récupèrent ces droits. C'est-à-dire qu'en termes de patrimoine des diffuseurs, BBC, France Télévisions d'un côté ou TF1 de l'autre, on est dans un équilibre beaucoup moins favorable. Les façons de consommer la télévision ont énormément changé. Le poids des réseaux sociaux est désormais très très important auprès des jeunes, non ? Alors absolument. Même aujourd'hui, les réseaux sociaux, potentiellement pour y regarder la vidéo, mais aussi pour faire toute autre sorte de choses, commencent à grignoter, à prendre du temps de vidéo. Pendant longtemps, on était habitué à ce que le temps passé devant les écrans augmente régulièrement. Là, aujourd'hui, la vidéo, donc la télévision et les autres sortes de vidéos, arrivent à une sorte de plafond de verre. Et dans le même temps, donc à un niveau quand même de 4h30 par jour, donc à des niveaux importants. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne progresse plus. Ça ne progresse plus. Dans le même temps, il y a plus de monde là aussi pour se partager le temps. Il y a les groupes audiovisuels, donc groupe public, TF1, M6, Canal, à la fois avec toujours leurs antennes linéaires, le direct, mais avec de plus en plus dans leur offre et dans les usages le rattrapage, le replay, tout ce qu'on peut voir à la demande. Il y a les plateformes de vidéo à la demande sur abonnement, Netflix, Prime Video, etc. Ça représente à peu près 15% du temps passé devant la télévision. Et puis, il y a YouTube et les autres plateformes. Et là, on est plutôt à 20-25%. Donc aujourd'hui, finalement, les chaînes de télévision s'accommodent assez bien des plateformes par abonnement. Elles ont trouvé des modes de collaboration, etc. Et puis on est en quelque sorte dans un même état d'esprit d'entreprises qui financent la production de contenu, qui éventuellement, encore une fois, font ça ensemble ou en tout cas se revendent les droits, etc. Voilà. Et puis en face, il y a le bloc YouTube et les réseaux sociaux qui, eux, ne prennent aucun risque
qui ne finance pas du tout les contenus. Et c'est vraiment essentiel. Qui ne finance d'ailleurs pas de contenu et pas non plus d'information. Et pas d'informations. Merci Philippe Bailly d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé. On va suivre bien sûr la poursuite de ce texte, puisque vous l'avez dit, il va aller à l'Assemblée nationale. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. On se retrouve demain en direct à midi. Soyez au rendez-vous. D'ici là, passez une bonne journée sur le Figaro TV.